Les gens n'y croient plus, ils sont écœurés, ils sont dégoûtés des mensonges. Et quand la presse est à peu près un point de repère et qu'elle a un contre-pouvoir de résistance au pouvoir économique ou politique, tu gardes un peu de confiance dans le système, tu dis au moins les choses se disent, on va pouvoir résister, on se met d'accord, il y a un truc dégueulasse, on va le dénoncer. Mais quand la presse passe son temps soit à t'envoyer sur des faux sujets, soit à monter en épingle des trucs annexes, soit à escamoter les vrais sujets, parce que les coulisses de la 5e, les grands contrats, les commissions, les magouilles, la corruption, c'est quand même énorme. On le voit pas dans les grands médias. Donc les gens ils se disent ok, on est en train de nous enfler. Moi je pense qu'ils ont raison, ils sont dégoûtés. Ils veulent plus s'informer. Enfin, tu vois, il y a un énorme problème. Moi, j'ai le sentiment, par l'intérieur de France Télé, que, par exemple, Élise Lucet, en réalité, elle est sous de très forte pression. La force et l'intérêt de ce documentaire de 40 minutes, un peu plus, c'est quand tu alignes, même si ce sont des témoignages de journalistes pour la plupart, quand tu alignes les faits, il y a quelque chose d'implacable. On se dit donc la France est ce pays-là, quoi. Jean-Baptiste Rivoire, je suis content de t'accueillir pour parler d'un film et d'une entreprise de presse, on va dire, qui s'appelle Off Investigation, que tu lances. Et nous, à Blast, on est super contents d'être à vos côtés pour ça. On va parler du film. Donc, c'est un film sur colère qu'a réalisé Yanis Mamdi, qui est le réalisateur de ce film. On en parlera dans un deuxième temps, mais avant, je voudrais parler avec toi de ton parcours. Tu as 55 ans, on s'est croisés à Canal+, tu t'occupais de Cache Investigation. Spécial. Hein ? J'étais rédacteur chef de Spécial Investigation. Oui, Spécial. Enfin, pardon, oui, je dis Cache, je me trompe. Et puis surtout, tu étais à l'intérieur de la machine Canal, à l'époque bénie à mon sens, de Greff et de Lescure. Et puis après, tu as connu Bolloré. Et puis, je voudrais qu'on parle de ça ensemble. Et qu'est-ce qui t'amène à rentrer dans cette folie qui est de construire une entreprise de presse? Et je sais de quoi je parle. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé à Canal? Parce que toi, t'es resté dans les meubles un moment, là, parce que t'as été viré au début. Enfin, est-ce que tu peux raconter un peu comment ça s'est passé et surtout comment tu as vécu le fait que tu ne puisses plus exercer ton métier de journaliste? Parce que c'est un peu ça, le fond du problème. C'est un peu ça, ouais. En fait, avant 2015 et la prise de contrôle de Canal par Bolloré, on avait une direction qui était consciente qu'en fait, l'argent venait essentiellement des abonnés, plus que de la pub. Et donc, si tu veux, en gros, ils respectaient un peu l'investigation parce que les abonnés, ils aimaient bien l'investigation. Et donc, en gros, ils étaient à peu près loyaux. Donc, en gros, s'il y avait un problème, en principe, ils nous le disaient. Enfin, on arrivait à peu près à travailler dans une certaine honnêteté qui faisait qu'on respectait le public et les abonnés. Ce qui change fondamentalement en 2015, c'est que quand Bolloré fait déprogrammer l'enquête du Crédit Mutuel, de Canet et Vescovaci, ça ne nous est pas dit. Tu peux expliquer un peu le contexte parce que... Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on dit toujours Bolloré a pris le contrôle de Canal en 2015, mais en fait, ce qu'on découvre quand on gratte un peu, c'est qu'il a commencé dès 2011, dès la fin du quinquennat Sarkozy, à rentrer grignoter le capital de Vivendi, en prévenant l'Élysée qu'en fait, sous couvert de vendre ses chaînes gratuites, en fait, le véritable objectif, c'était de monter progressivement au capital de Vivendi pour prendre 15% et prendre le contrôle de Vivendi, et donc prendre le contrôle de Canal. Et ça, il l'annonce à l'Élysée dès septembre 2011. Et il va mettre 4 ans à grignoter très discrètement, personne ne le voit. Il monte, et dès qu'il a 15%, début 2015, il sort du bois, il va sur France Inter et il dit « Les guignols de l'info, c'est bien, mais se moquer des autres, c'est bien, mais ça serait mieux de se moquer de soi-même. » Et là, nous, on fait pas gaffe, tu vois. Mais en fait, c'est une putain d'alerte, quoi. Quand tu sais que c'est Vincent Bolloré qui le dit, on fait pas gaffe. Les guignols se disent qu'est-ce que c'est que celui-là, un actionnaire qui croit qu'il va nous contrôler. Hop, il fait un sketch, il se fout de la gueule de Bolloré en expliquant c'est le mec qui dit qu'est-ce qui est drôle, tu vois. Et puis il se fout de sa gueule grave. Là, on est au printemps 2015. Personne ne réalise. Monsieur Bolloré, bonsoir et félicitations. Pourquoi ? Et pour tout, pour votre parcours, vos succès, votre garde-robe. Enfin, moi, on m'a toujours appris à féliciter un nouveau patron quand il arrive. Hein. C'est l'école TF1. C'est une bonne école. En mai, nous, on a une enquête sur le Crédit Mutuel, qui est une banque dirigée par un ami de Vincent Bolloré, qui apparemment l'a aidé à prendre le contrôle de Canal. Manque de bol, il y a des problèmes d'argent liquide en cash dans cette banque, donc on le raconte. Et des lanceurs d'alerte de l'intérieur de la banque qui nous ont alertés nous disent « Attention, on a des infos comme quoi votre enquête va être censurée ». Et là, on éclate de rire, on leur dit « Vous rigolez, c'est impossible, etc. » Et en fait, ils le savent parce que la direction du Crédit Mutuel s'est plaint à Bolloré, qui a donné des garanties, qui a appelé Rodolphe Belmer, le patron de Canal, et effectivement, notre enquête va être déprogrammée, torpillée, sans même que personne ne nous parle. Et là, nous, on se retrouve face à un public à qui on ne sait pas quoi dire, et des gens qui ont fait une enquête,
devant qui on passe pour des cons parce que l'enquête est déprogrammée. Dis-moi, je connais un peu Rodolphe Bemer, là, mais comment ça se passe quand un type comme lui, qui quand même est quelqu'un qui servait un peu de paravent, il y avait un peu de liberté avec lui, là, parce que lui va se faire lourder peu de temps après par ce même Bolloré, donc il doit être un peu emmerdé dans une situation comme ça. Comment il vous le dit? Comment ça se passe? Alors moi déjà il me dit rien parce que je suis pas le patron de l'émission, mais il dit pas grand-chose. En fait, nous, Stéphane Auman essaye de comprendre qui a bloqué, qu'est-ce qui s'est passé. Donc il sait pas si c'est Belmer, si c'est Maxime Saada. Donc il essaie de savoir, personne ne nous dit rien. Mais le truc, il y a un mail qui circule, et on est à peine en copie disant ce truc est déprogrammé. Ça se passe comme ça. Belmer est très embêté en ce printemps 2015 parce qu'il a déjà une pression de Bolloré pour supprimer les guignols de l'info. Et il comprend pas, il s'étrangle, il dit mais attends, c'est identitaire dans le succès de cette chaîne. Et quand arrive l'affaire du Crédit Mutuel, là, il lâche, en fait. Là, je crois que Bolloré lui dit, écoute, voilà, il faut savoir renvoyer l'ascenseur aux gens qui nous ont aidés, donc tu comprends bien que, etc. Et Belmer résiste sur les guignols, cède sur l'investigation, en pensant garder son poste. On est en mai, juin 2015. Quelques semaines plus tard, début juillet, parce qu'il a un peu résisté pour protéger les guignols, il va sauter avec une violence terrible, et c'est un de ses collaborateurs, Maxime Saada, qui va être nommé à la place et qui, lui, va accepter... Il y est toujours, non? Il est toujours, le patron, et il va accepter donc l'éviction des auteurs des guignols, et après, il va avaler couleuvre sur couleuvre sur couleuvre à partir de... Est-ce que ce qui m'étonne toujours dans ce genre d'histoire, moi, humainement, c'est qu'on soit Bolloré, le prédateur qu'on connaît, je peux comprendre. Le mec, il est catho, intégriste, d'extrême droite. Enfin, je dis d'extrême droite. Il sera peut-être pas content s'il nous entend, mais quand même, il l'est plutôt. Et que le mec a du pognon, il fait une chaîne à sa, comment dire, il est pas faux cul, quoi. On peut lui reprocher des tas de trucs, mais de pas d'être faux cul. J'essaie pas de le défendre. Par contre, tous ces mecs qui en dessous avalent couleuvre sur couleuvre, Monsieur Saada, je le connais pas, mais je me dis, mais comment on peut être ce genre de type, quoi? C'est quoi l'intérêt enfin, Canal, moi j'ai travaillé pour Canal, j'ai failli présenter des émissions, enfin bref, et il y avait une liberté, il y avait de l'inventivité, même si c'était un grand groupe, ils ont diffusé mes films, il y avait quand même quelque chose, et un patron arrive, il laisse en place quand même les mêmes personnes, et ces gens exécutent. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est un peu la banalité du mal. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est effrayant. Bah, il faut demander à ces gens. Hein. Moi, je l'ai pas fait comme ça. Moi, j'ai plutôt essayé de m'opposer aux censures. Mais oui, bah, après, les mecs qui sont en place, ils sont numéro 3, ils sont à 15 000. On leur dit, tu vas devenir numéro 1, tu vas passer à 30 000. Tu vois, il y a un moment donné, il y a aussi ça. Hein. Bon, et puis, c'est le prestige. Hein. Plus tu montes dans ce genre de hiérarchie, tu diriges une chaîne, tu te rends compte. Alors, bon, évidemment, tu as un peu mal à l'actionnaire quand même, hein, parce que bon, il te fait faire des trucs. Puis après, il te met Zemmour. Et puis après, il te met Morandini en tête de gondole d'une chaîne d'infos. Oui, qui était accusé il est toujours mis en examen pour des problèmes de mineurs. Enfin, oui, donc, voilà, moi, j'ai senti à certains moments que, par exemple, le nouveau patron de Canal, Maxime Saada, était gêné par certains aspects de la politique éditoriale de Bolloré. Bon, il ne nous le disait pas, mais on sentait bien que, voilà, c'était pas forcément son truc, mais il est resté en place. Alors moi, j'ai la chance de t'avoir face à moi aujourd'hui, parce que quand tu discutes de ça avec des gens, moi j'en connais à Canal ou ailleurs, quand tu leur parles de ça, publiquement, ils peuvent rien dire, quoi. Parce qu'ils ont tous pris un chèque, la plupart, ceux qui sont partis, et on a acheté leur silence et leurs paroles comme ça. C'est ce que fait Bolloré, quand même, avec des tas de gens qui sont partis, que ce soit chez vous, à iTélé ou ailleurs. Donc, il n'y a pas tellement de types qui ont les coronesses pour parler, pour dire... Toi, tu as une parole très libre par rapport à ça. Relativement, je vais t'expliquer. En tout cas, on dit souvent Bolloré, c'est incroyable, il s'en fout de passer pour un gros con et tout. En fait, c'est pas tout à fait si vrai, parce qu'il fait quand même signer beaucoup de clauses de silence où il faut pas porter atteinte à sa réputation. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui sortent de ces entreprises, ils s'occupent qu'ils ferment leur gueule, et ça marche, parce que 90% des gens n'ont pas le droit de parler. Moi, j'ai été témoin de ça, parce qu'en fait, en 2017, après 1 an et demi de placard, je leur ai dit, ça serait peut-être bien qu'on arrête, parce que moi, j'aimerais bien faire un peu de journalisme, quoi, tu vois, éventuellement. Et ils m'ont dit, d'accord, donc tu vas signer des clauses de silence. Excuse-moi, parce que quand tu parles du placard, ça veut dire qu'à partir du moment où le sujet, le doc sur le Crédit Mut a été viré, toi, t'es resté et on t'a pas donné de travail. Disons que ça se passe au printemps 2015. On commence à protester, pas publiquement, auprès de la direction en interne, en disant, attendez, on ne peut pas bosser comme ça. On est en juin 2015. Ça se tend un peu avec la direction, ça sort toujours pas. Et moi, en octobre 2015, en fait, je me fais nommer représentant syndical SNJ-CGT à Canal par des copains du syndicat qui me disent, mais t'es complètement fou, t'es en train de les affronter, ils vont t'écraser la gueule. Donc, prends un mandat. Moi, je comprends rien à l'époque, je comprends rien au syndicalisme, mais comme le mec, il est sympa, je me dis, il a raison, Francis, donc je prends le mandat. Et je fais un petit mail à mon boss, un matin à 8h, j'étais en arrêt maladie, pour dire, en fait, je prends un mandat syndical pour aller interroger la direction un peu en comité d'entreprise sur ce qu'ils sont en train de faire avec l'investigation, quoi. J'envoie le mail à 8h07, et à 11h, mes copains m'appellent, ils me disent, mais t'es fou, t'as alerté la direction? Je dis, non, j'ai alerté mon copain de bureau. Ils me disent, ton mail, il est parti directement là-haut, et ils sont en train de te préparer une lettre de licenciement.
Donc, octobre 2015, ils vont tenter un licenciement. Moi, à l'époque, franchement, je connais mal le droit du travail. Et mon pote du syndicat me dit, mais attends, c'est que du bonheur, il n'y a aucun problème. Ils n'ont rien dans le dossier, ils n'ont pas le début d'un motif. Donc, ils sont en train de se vautrer. C'est totalement interdit, c'est pénal, parce que c'est de la discrimination syndicale. Et j'apprendrai après que la DRH passe toute la journée stratégique à dire au mec de Bolloré, mais vous ne pouvez pas faire ça, c'est une infraction pénale. Si demain, il porte plainte, bon, tu fais quand même la lettre, tu le mets sous pression. Donc, effectivement, moi, je reçois une lettre 3 jours après, j'ai 3 gamins, je suis à la poste à Clamart, j'ouvre ma lettre, vous êtes convoqué pour un licenciement. Bon, ça m'est jamais arrivé, ça fait bizarre, tu vois. Mais après, voilà, plus ils se font des trucs injustes, plus c'est super énervant et ça te fait une piqûre de rage et plus tu te dis, attends, c'est bon, quoi, je vais résister, quoi. Et donc, en fait, c'est super drôle, c'est que moi, je découvre en direct, hein, je vois ce truc-là, je me dis, mais il n'y a rien dans le dossier, puis on me dit, non, mais attends, c'est complètement interdit. Je dis, ah, bah, si c'est interdit, c'est super, on va se battre. Et en fait, moi, je dis, ils m'ont convoqué dans 8 jours, bah, moi, j'attends qu'ils me disent, on va aller à la convocation. Et en fait, eux, ils sont en panique parce que cette lettre est vraiment très border, et ils vont passer des jours et des jours à harceler mes copains du syndicat, ma hiérarchie, pour dire, mais il faut qu'il rappelle, on va lui donner un chèque. Et moi, je n'en sais rien, j'écoute pas mes messages, ça m'énerve. Donc, mon boss, un jour, m'appelle et il me dit, mais un chèque. Je dis, bah ouais, alors. Il me dit, non, mais un gros chèque. Ils m'ont donné un gros chèque. Je dis, mais j'en ai rien à foutre d'un gros chèque, ça va, quoi, tu vois, c'est bon, ils m'ont convoqué, on va s'expliquer. Et en fait, eux, ils sont emmerdés. Puis après, ça va fuiter dans la presse. Et puis après, le jour où la DRH me convoque vraiment, elle a dans son écran d'ordinateur l'AFP avec une dépêche qui tombe, le rédacteur chef adjoint de spéciale investigation convoqué pour avoir protesté contre la censure. Elle me dit, non, mais attends, on arrête totalement le licenciement, on arrête tout va bien, on est hyper copains, tu restes là, il n'y a aucun problème. Et 1 an après, ils vont arrêter spéciale investigation. Et là, j'ai 2 collègues qui vont retrouver plus ou moins du boulot dans le système Bolloré. Et moi, en gros, ils oublient de me proposer du boulot, quoi. Et ils attendent que tu craques, en fait. Hein, c'est un placard. Donc, Et donc, tu es obligé d'aller au boulot tous les jours ou tu dois pointer? Comment ça se passe, cette période? C'est du harcèlement Ouais, tu es en CDI, donc tu es censé aller au boulot. Alors, tu vas au boulot, puis tu n'as rien à faire. Alors, t'attends, puis après, tu fais un petit mail au bout d'un mois. Tu dis, sinon, vous n'avez pas un truc pour moi? Ils répondent pas. Bon, on te promet, on va te proposer un truc. T'attends, puis au bout de 4 mois, moi, j'étais un peu con à l'époque. Au bout de 4 mois, ça m'énerve. Je fais un recommandé. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Et là, ils me renvoient une lettre. OK, on vous propose 3 postes. Donc, un, c'est tu surveilles la tendance du documentaire dans le monde et tu nous fais un petit retour tous les mois. Bon. L'autre, je ne sais plus ce que c'était. Enfin bref, c'était des offres qui me paraissaient bidons, quoi. Mais une fois que tu acceptes un soi-disant poste un peu bidon, bah après, tu es dans un poste bidon, puis après, 1 an après, on te dit, mais donc, tu fous quand même pas grand-chose. Enfin, tu vois, c'est piégeux, quoi. Donc, à un moment donné... Bon, enfin bref, donc ça c'est parti en vrille. Et moi, je leur dis, voilà, trouvons un accord pour que je sorte. Et là, ils me disent, OK, des clauses de silence. Et je me dis, tiens, c'est marrant, les clauses de silence dont a parlé mon confrère de France 2, Valex, on va regarder ce que c'est intéressant. Et là, je découvre, faut pas partir... Le confrère de France 2, Valex, c'est un copain de France 2 qui avait fait un portrait de Bolloré, en fait, en avril 2016, dans Complément d'enquête, formidable, dans lequel il commençait à évoquer ces fameuses clauses de silence qu'on imposait aux salariés, que Bolloré imposait à ses subordonnés. Mais si tu veux, les clauses de silence, les gens les signent, et puis elles sont secrètes, t'as pas le droit de dire à tes collègues que tu pars dans le cadre d'un accord. Donc les mecs rasaient les murs à Canal et partaient sans dire au revoir à leurs collègues, parce qu'il fallait pas dire que tu partais dans le cadre d'un accord, fallait pas dire au revoir, il y avait pas de pot de départ, les mecs se barraient comme ça, avec le chèque un peu honteux, tu vois, enfin, c'est terrible, quoi. Et pas porter atteinte à la réputation du monsieur, ça veut dire, en gros, tu peux plus rien... Enfin, Vincent Bolloré, s'il faut pas porter atteinte à sa réputation, en gros, tu peux à peu près plus rien dire, quand même, hein. Enfin, bon. Et donc... Et puis, ils te disent, pas sur Facebook, pas sur Twitter, tout est précisé, tu vois. Et en gros, c'est, ouais, on va te filer de la thune, mais alors tu signes ça. Et alors, ça m'a rendu dingue. Et donc, je leur dis, bah non, c'est pas possible. Et dans ce cas-là, c'est en gros... Je peux connaître le montant ou c'est secret, c'est de l'eau? Écoute, à l'époque, ils m'ont proposé 300 000 €, quoi. Et là, tu dis non? Je refuse. 300 000 €, silence sur l'accord, faut pas en parler, faut rien dire, etc. Et il faut fermer sa gueule. Et si par hasard tu fais un tweet dans 2 ans que eux considèrent un tout petit peu portant atteinte à la réputation du monsieur, ils te mettent des huissiers pendant 5 ans pour récupérer la thune. J'ai vécu la même chose avec Clearstream, avec un peu plus de thunes, mais j'ai refusé de la manière. Pour ça, je comprends très bien. C'est mieux Clearstream que Bolloré, hein, mais comment dire mais juste quand tu refuses de te taire, en gros, on te le dit pas, mais t'es renvoyé dans ton placard, puis on attend que tu craques, quoi. Bon, voilà, donc moi, j'ai la tête dure, donc voilà, donc au bout de 2 ans, ça s'est terminé que, voilà, moi, je les ai conduits au tribunal, j'ai pas gagné en première instance, parce que le juge m'a dit, en gros, bah oui, mais enfin, ils vous ont quand même proposé de balayer le grenier, donc de quoi vous vous plaignez? Alors je dis, mais c'est un faux poste, bah oui, monsieur, mais moi, je peux pas, bon, c'est vrai, je peux pas juger de ça. Donc tout ça pour dire qu'à la fin, ça revient sur la table, ils en peuvent plus, je perds mes procès, ils me disent, le problème, c'est que tu vas encore rester 10 ans, ils sont en panique totale, ils me disent, mais tu veux vraiment rester 10 ans à nous faire chier, quoi. Et gentiment, ils m'ont mis un mec gentil à ce moment-là, parce qu'ils se disent, il faut vraiment qu'on sorte du piège avec ce mec-là. Et moi, je dis, non, moi, je veux bien partir, c'est juste que c'est comme si vous me virez, donc vous me filez un truc de licenciement, en fait. Enfin, moi, j'ai fait 20 ans que je suis là, vous me filez 1 mois par année d'ancienneté, comme dans tous les journalistes, quoi. Et là, ils disent, OK. Et t'as plus la clause de silence, là? Ils disent OK, donc là, il n'y a plus de clause de silence, sauf qu'ils disent, comme tu as porté plainte contre nous pour faux témoignage et tu as encore ta procédure en cassation et tout, on aimerait bien que tu arrêtes tes procès, ça serait cool.
on te rajoute un peu de thunes. Là, je dis OK, mais pas de clause de silence. OK. Donc, il te rajoute un peu, il te file l'accord, tu le reçois, et là, tu as la clause de silence. Tu dis, mais c'est pas compris, toi. Et donc, ça a été un nouveau bras de fer. Et moi, j'ai fini par concéder, de leur dire OK, je veux bien ne pas dire des trucs faux sur vous ou diffamatoires. Voilà. Mais je ne veux pas dire je ne porterai pas atteinte à votre honneur ou à votre réputation. Ça, je comprends. D'ailleurs, c'est ce qui permet cette conversation qu'on a aujourd'hui. C'est assez. Sauf qu'il ne faut pas les diffamer. Non, mais on ne le diffame pas. Là. Putain, moi, je peux, mais pas toi. Voilà, moi, je ne peux pas. Moi, les diffamations, ça va. Je m'annule. Récemment, j'ai été poursuivi par un philosophe en col blanc et il s'est fait bâcher, tu vois. Il s'appelait Bernard. Non, mais Bernard Olivier, ouais, il y a eu une procédure sur l'histoire du Qatar. Mais moi, mon but dans la vie, c'est pas de diffamer, mais par moment, la diffamation peut être utile. Ça te permet d'aller au tribunal et de faire valoir. En même temps, tu n'es pas obligé d'avoir toutes les preuves, mais si tu as la bonne foi, tu donnes la parole à l'autre. Aujourd'hui, on est arrivé dans une telle situation d'asphyxie en matière de journalisme qu'il y a des situations. Les types, Bolloré, c'est le premier quand même à attaquer systématiquement en diffamation, quoi, et à faire peur à tout le monde. Donc voilà, à un moment donné, c'est presque un honneur que de diffamer. Enfin, je ne sais pas si je serais compris par les gens qui nous écoutent, mais c'est vraiment ce que je pense. En tout cas, la bonne nouvelle de l'histoire, on va y venir, c'est qu'avec cet argent-là, une partie, en tout cas, si j'ai bien compris, tu crées une boîte qui va faire des documentaires. L'idée, si tu veux, c'est qu'effectivement, moi j'étais à Canal pendant des années où, franchement, par rapport aux chaînes privées, on avait une exception qui est que, comme c'était financé par les abonnés, qu'il y avait une tradition Rousselet-Mitterrand, je fais court, enfin franchement, ils nous foutaient la paix, on a pu faire des trucs vraiment formidables avec un sentiment fort de liberté, sauf sur le foot et le cinéma. Un jour, on n'a pas pu faire l'argent du Festival de Cannes, mais tu vois, à part ça, on a quand même fait pas mal de trucs, y compris dérangeant l'exécutif ou des grandes boîtes. Et ça s'est terminé en 2015. Donc, en gros, pour moi, M6 et TF1, malheureusement, TF1, c'est le temps de cerveau humain disponible, et M6, c'est faut pas déranger les annonceurs, donc le privé, c'est sûr que c'est mort. Et France Télé, il y a un peu plus de liberté éditoriale, on va pas dire le contraire, mais n'empêche quand même qu'il y a une très forte dépendance à l'égard de l'exécutif de la part d'Ernotte, qui est en fait officiellement nommé par la CSA, mais en fait nommé sur pression du pouvoir. Il y a une pression financière permanente de l'exécutif sur France Télé. Quand c'était Sarko, c'était on va te couper la pub. Là, Darmanin a menacé d'arrêter la redevance. Macron, en arrivant, a fait faire 50 ou 60 millions d'économies par an à Ernotte, donc il l'a coincé. Donc il y a un vrai problème de liberté éditoriale très grave. Et surtout, il y a un phénomène très intéressant, c'est que quand Bolloré tue l'investigation à Canal en 2015, nous, on challengeait un tout petit peu modestement France Télé. Quand ça s'est terminé, France Télé est en position de monopole. À l'époque, il y a encore 3 guichets à France Télé. Tu as France 3, France 5, France 2. Je parle pas d'Arte. Hein. Que fait Ernotte en 2019 ? De sa position de monopole face à l'investigation télévisée en France, elle va prendre les 3 guichets, elle en fait un seul, et elle nomme, pour tenir ce guichet, quelqu'un qui s'appelle Catherine. Donc il y a Catherine au guichet, et si tu convaincs pas Catherine, ça passe pas, quoi. Alors, encore une fois, reste Arte. Catherine Alvarez. Ah non, Catherine Alvarez. La patronne des documentaires de France Télé, qui maintenant tient un guichet unique, et il faut absolument passer par les fourches codines de cette personne, alors qu'avant, tu faisais toc-toc à France 3, c'était non, tu faisais toc-toc à France 5, des fois ça passait, toc-toc à France 2. Tu peux toujours aller faire des docs à France 3 Région et tout, c'est un espace de liberté, enfin moi je l'ai utilisé. Il y a France 3 Région, alors c'est moins de sous. C'est moins de sous, mais j'ai fait un doc sur le terrorisme qui était un contre-courant. J'ai fait un doc sur Cavana, avec ma fille. Et il reste encore ce tout petit espace-là. Donc chaque fois que je peux remercier France 3 Région, et tu rencontres souvent des équipes qui sont bien, des gens qui... Alors effectivement, il n'y a pas beaucoup de sous, mais en même temps, quand tu as la foi, tu y arrives, quoi. Mais en même temps, tout le monde fonce dessus maintenant, quoi, puisque c'est un des derniers espaces, donc les places sont chères, quoi. Mais donc c'est toi... Donc ça s'est resserré, si tu veux. Moi, je pense que ça devient compliqué d'être libre éditorialement à la télé, et notamment si on veut faire un regard critique sur l'exécutif, ce qui est quand même un peu notre boulot. Là, on est en fin de quinquennat. Tu vois, en 2016, on a voulu faire un regard critique sur Hollande. Tu as Télé Bolloré qui nous a dit non. Ils ont supprimé 4 enquêtes sur Hollande un an avant l'élection. On n'a pas pu faire le bilan du quinquennat Hollande, donc au bout d'un moment, c'est énervant. Donc là, on s'est dit, on va le faire. Et donc, je me suis dit, je sors de Canal, super, on va le proposer à toutes les chaînes. Et donc, on propose une série documentaire, bilan de la Macronie. Et là, M6 nous dit, désolé, on n'ira pas sur la politique, sauf avec Karine Le Marchand. TF1 nous dit, non, mais on a déjà un projet, certes un peu différent. France Télé nous dit, on a déjà un projet avec 352, on n'en fera surtout pas d'autres. Arte nous dit, ça n'intéressera pas nos téléspectateurs outre-Rhin. Et Netflix nous dit, on fait rien sur les politiques en exercice. Donc, si tu veux, il y a un trou noir, c'est l'exécutif, quoi. Et donc, on s'est dit, ça suffit. Faut pas ravaler sa colère, se taire et essayer de dire s'il vous plaît, sinon j'en ai un autre. Il faut dire à un moment donné, il faut sortir du bois parce qu'il y a plein de réalisateurs à Paris qui n'en peuvent plus et en France, qui n'en peuvent plus de cette situation où dès que ça dérange un peu, ça passe pas. Mais ils ne le disent pas parce que pour gagner sa vie, il faut placer le prochain sujet. Donc si tu vexes
la personne de France Télé à qui tu demandes s'il vous plaît, si tu peux faire un truc, t'es mort. Donc tout le monde ferme sa gueule et tout le monde est foudrage, quoi. Moi, je termine un bouquin d'enquête là-dessus. Il y a une colère chez les réalisateurs et les producteurs à Paris, talentueux, qui n'arrivent pas à placer des projets qui dérangent. Et donc, on s'est dit, en fait, on va mettre les pieds dans le plat, on va outer les réponses des chaînes et on va poser le problème, quoi. On va dire, attends, il y a un problème. Mais justement, tu m'as dit, le titre provisoire de ton bouquin, c'est l'Élysée et les oligarques contre l'information, c'est ça? Et donc, ça fait 3 ans que depuis ton placard, t'as donné du temps de cerveau disponible, en l'occurrence. Grâce à Vincent Bolloré, quand même, hein, merci. Et donc, le bouquin va sortir chez Aulien Quilibert dans quelques mois. Oui, en janvier. En janvier. Et quel constat tu fais de l'état du journalisme? On sort un peu des télévisions et de la presse, de la censure. Comment va ce pays, selon Jean-Baptiste Rivoire? Comment tu vois ça? Il y a un énorme problème démocratique, c'est qu'en fait, chaque pouvoir fait son taf, l'exécutif, le Parlement, la justice, les flics, tout ça, normalement, dans une république, ils font leur boulot, puis t'en as, leur boulot, c'est juste de prendre un peu de recul, de regarder ce qui se passe et de le raconter. Voilà. Ça fait partie de l'équilibre du système et ça fait partie du contrat démocratique. Si les gens qui observent un peu le système avec une liberté intellectuelle et financière ne peuvent plus le faire, il n'y a plus le miroir. On ne voit plus ce qui se passe. Alors, tu as des miroirs déformants, tu as des miroirs orientés, tu as des miroirs mensongers, tu as de la propagande. Et donc, le problème, si tu veux, c'est que c'est vachement grave parce que les gens, ils n'ont plus confiance dans ces médias récupérés par des industriels qui les instrumentalisent pour défendre leurs intérêts, pousser leurs amis politiques. Tu vois, Bolloré, il a quand même fait diffuser sur Canal un public reportage pour un dictateur africain sur Canal+. C'est quand même juste un scandale absolu. Et donc les gens n'ont plus confiance. Donc, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils n'y croient plus. Après, c'était quoi ce documentaire? En 2017, il fait passer un public reportage sur son ami, le dictateur du Togo, discretos, clandestinement à 7h sur Canal, et lui dit, t'as vu, j'ai passé un truc bien sur toi. Enfin, je te reprendrai, mais c'est absolument effrayant. Et donc, les gens, qu'est-ce qui se passe? Ils voient des médias qui deviennent de la propagande ou du lavage de cerveau, ils n'ont plus confiance. Donc, ils n'ont plus tellement d'infos fiables. Donc, ils vont chercher sur le web. Des fois, ils trouvent des conneries. Tu vois, il y a de tout. Et les gens, ils sont dégoûtés. Donc, après, qu'est-ce qui se passe? Les dernières élections, c'est quand même 70% des gens qui font la grève des urnes en France. C'est quand même... là, le système, il déconne, quoi. Il marche complètement sur la tête. Si les gens... les gens n'y croient plus. Ils sont écœurés. Ils sont dégoûtés des mensonges. Et quand la presse est à peu près un point de repère et qu'elle a un contre-pouvoir de résistance au pouvoir économique ou politique, tu gardes un peu de confiance dans le système, tu dis, au moins les choses se disent, on va pouvoir résister, on se met d'accord, il y a un truc dégueulasse, on va le dénoncer. Mais quand la presse passe son temps soit à t'envoyer sur des faux sujets, soit à monter en épingle des trucs annexes, soit à escamoter les vrais sujets, parce que les coulisses de la 5e, les grands contrats, les commissions, les magouilles, la corruption, c'est quand même énorme. On ne le voit pas dans les grands médias. Donc les gens, ils se disent, OK, on est en train de nous enfler. Moi, je pense qu'ils ont raison. Ils sont dégoûtés. Ils veulent plus s'informer. Enfin, tu vois, il y a un énorme problème. Et donc, on est dans un truc très dangereux. Et après, on peut faire croire n'importe quoi, etc. Donc, ce qui est effrayant, c'est qu'en fait, les grands milliardaires qui ont instrumentalisé l'info, c'est leur but. Mais que foutent nos élus? Que font les politiques? Enfin, si on vote à un moment donné pour un mec qui va aller diriger le pays, il faut qu'il fasse son job. Le mec, il est un peu chef d'orchestre, il fixe les règles du jeu. Et là, depuis 15 ans, les mecs, ils fixent plus les règles du jeu, quoi. C'est à celui qui montrera le plus patte blanche aux milliardaires dans l'espoir d'être à la une de match pour être élu. Donc les mecs sont obligés maintenant de s'il vous plaît, regarde Macron. Mais là, le monopole qu'acquiert Bolloré en ce moment avec le rachat de Lagardère, et on dit qu'il n'est pas tout à fait à la tête du groupe, mais il l'est de fait. Est-ce qu'il n'y a pas une situation de monopole qui est hors la loi, là? Alors, je ne sais pas, ce que je sais, c'est que ça fait... depuis 40 ans, la gauche a toujours dit, oui, c'est vrai, il faut limiter la concentration dans les médias. Mitterrand l'a dit, Jospin l'a dit, Hollande l'a dit avant d'être élu, Bloch l'a dit, ils l'ont tous dit. Ils ne l'ont pas fait. Hollande a pactisé avec les puissances oligarques contrôlant la presse. Il a fait la paix avec Martin Bouygues. Il a mis le pied à l'étrier de Bolloré pour qu'il prenne le contrôle de Canal. Enfin, c'est effrayant, mais c'est ça qui s'est passé. Il a donné la Légion d'honneur aux 2 snipers de Lagardère, Kiroun et El Kamash. Donc, voilà, les politiques jouent cette carte-là dans l'espoir de grappiller quelques miettes de complaisance médiatique pour peut-être être élu ou réélu. Voilà, donc... au lieu de dire, attendez, il y a un problème de concentration, de puissance, de règles du jeu, et puis d'éthique de l'info. Parce que Bolloré, il fait 2 trucs. Il fait des médias d'extrême droite. OK. Bon, avant Canal était plus de gauche, maintenant, ils vont en faire une chaîne d'extrême droite. OK, ça, c'est une chose. Mais à la limite, il a le droit d'avoir des idées de droite ou de gauche, c'est même pas tellement la question. C'est que c'est un problème il pervertit l'info, il pervertit la déontologie. Je rappelle quand même que les copains d'ITélé, ils se sont foutus en grève pendant 1 mois pour juste avoir une charte de déontologie et essayer qu'on ne mette pas en tête de gondole de leur chaîne d'info un type... pas spécialement réputé pour la qualité de ses infos, qui est Jean-Marc Morandini. Donc, on en est à se battre pour dire, attendez, on veut juste faire de l'info avec honnêteté. Non, l'honnêteté, ça, c'est pas possible. L'info, ça, c'est autre chose. Et donc, en laissant faire ça, les politiques sont fous furieux, quoi.
Ils sont fous furieux, parce que si tu commences à discréditer les journalistes dans l'opinion, qu'est-ce qui se passe? On se fait taper dans les manifs. Moi qui ai des équipes qui sont obligées de prendre des gardes du corps pour aller suivre une manif à Paris, mais on marche sur la tête. Et après, cette colère de la population contre les journalistes, c'est toujours pareil. Moi, je ne pense pas que ce soit contre tous les journalistes. Par exemple, si Élise Lucet va dans une manif à Paris, je ne suis pas sûr qu'elle va se faire lyncher, tu vois. Mais par contre, les éditorialistes qui sont depuis leur bureau, qui regardent la population et qui crachent dessus, ça énerve les gens au bout d'un moment. Je ne sais plus quel journaliste du service public qui avait traité quand même les Gilets jaunes de vermine. Eh ben moi, ça me choque, quoi. C'est pas des vermines, les gens, c'est des gens qui n'arrivent pas à foutre de l'essence dans leur bagnole et qui ont du mal à bouffer, quoi. Donc ça va, tu es à 8 000 par mois sur ton plateau télé tous les mois. Toi, tu dis aujourd'hui, on ne peut plus être journaliste à la télévision? Tu vas jusque-là? Non, mais il y a des copains qui font super bien le job dans le service public. Et par exemple, sur l'économie, Lucet, avec Cache Investigation, fait des boulots formidables. Elle enquête sur les multinationales et ils ont fait un taf d'enfer, mais vraiment d'enfer depuis 10 ans. Mais la question, c'est est-ce que Lucet ou Tristan Valex, à complément, c'est pas un peu des arbres magnifiques qui cachent la forêt? C'est-à-dire que dès qu'Ernotte est mise en cause, elle dit « Ah non, mais quand même, on fait de l'investigation. » Alors, moi, j'ai le sentiment, par l'intérieur de France Télé, que, par exemple, Élise Lucet, en réalité, elle est sous de très forte pression pour limiter son nombre d'émissions. Donc, elle est pressurisée. Alors, le public l'adore, etc. Donc, on la laisse en place. On ne peut pas la tuer, Lucet, tu lui mets dans la tête. C'est effrayant. Il y a le peuple entier se lève. Mais la vérité, c'est qu'elle est de plus en plus serrée, sous pression, cornérisée, discréditée dans des papiers, et surtout qu'en dehors de Lucet ou Valex, où est l'information sur France Télé indépendante? Enfin, je veux dire... On est d'accord. Tu as réfléchi à l'AFP, à l'Agence France Presse? Tu t'en parles dans ton bouquin ou pas vraiment? Alors, un peu, parce qu'en fait, quand Sarko est arrivé au pouvoir, en fait, je fais les 3 derniers présidents, donc Sarko, Hollande, Macron, face aux milliardaires de l'info, comment ils ont géré. Et par exemple, Sarko est connu pour avoir voulu absolument contrôler l'info. Et par exemple, Sarko est furieux contre l'AFP quand il arrive. Pas parce que c'est une agence de gauche, mais parce que c'est une agence qui fait juste des dépêches et qu'elle ne reprend pas forcément les communiqués de l'UMP. Et aussi, il a un copain, Sarko, qui s'appelle Vincent, à l'époque. Et Vincent, il aimerait bien lancer une agence de presse, Vincent Bolloré. Et comme l'AFP a quand même quelques statuts protégeant son indépendance, il lorgne plutôt sur AP, je crois, l'agence américaine, qui va essayer de récupérer. Et dans ce moment-là, les sarkozystes vont taper sur l'AFP en permanence, menacer d'ouvrir son capital, de privatiser, etc., comme s'ils voulaient fragiliser, en fait, ce média public. Donc oui, il y a des pressions sur l'AFP à ce moment-là, sous Sarko. Parce que là, l'AFP fait, en ce moment, ils sont un peu défaillants, quoi, sur... Je trouve qu'ils font pas vraiment le travail, quoi. Ils sont d'une prudence excessive, on va dire. Mais bon, on va pas faire le procès de l'AFP. Il y en a. Non, j'avais eu des accrochages avec l'AFP sur la sale guerre algérienne des années 90, parce que en enquêtant un peu sur ce qui se passait, on découvrait qu'il y avait quand même beaucoup de manip et de propagande du régime et des services secrets algériens. Et l'AFP, qui avait un bureau à Alger, ce qui n'était pas facile, parce que bosser en tant que journaliste à Alger dans les années 90, c'est compliqué. Mais voilà, moi j'avais eu un accrochage avec l'AFP parce que je trouvais qu'à un moment donné, tu ne peux pas relayer les paroles des autorités sans te demander si on ne te fait pas faire de la propagande. Moi j'en ai contre en ce moment parce qu'on a sorti plein d'infos fortes sur le Qatar, la manière dont il y a de la corruption en France avec l'argent qatari, et des gens de l'AFP ont voulu faire des papiers qui ont été bloqués par la hiérarchie et pour des raisons qui continuent à m'échapper, quoi. Mais bon, je reviendrai là-dessus sans doute un jour. Bon, on va parler de Off Investigation. Pourquoi ça s'appelle Off Investigation? Comment ça vous est venu? Parce que vous êtes une équipe, vous êtes... Ouais, on a un peu cogité sur le nom. Le off, tu sais, c'est le truc, en fait, c'est quand la caméra s'arrête et que le voyant rouge, il s'éteint, le mec, il te dit la vérité, tu sais, alors qu'avant, il te baratine. Ah, c'est ça le sens, c'est ce que je me demandais. Moi, j'aime bien quand les mecs... Enfin, moi, je suis Géry, reporter d'image à l'origine, donc quand tu coupes la caméra, souvent, le mec, il te fait « Non, mais en fait, je vais te dire vraiment. » Tu dis « Attends, je rallume. » Tu vois. Il y a ça. Et investigation, parce qu'en fait, c'est un beau mot. Et il y a des gens, ils m'ont dit c'est un mot un peu ringard, mais en fait, c'est un mot qui existait dans Spécial Investigation, l'émission qui a été tuée par Vincent Bolloré en 2016. Et ça existe aussi dans Cache Investigation, qui est une très belle émission. Et j'ai l'impression que c'est des concepts qui sont un peu sous pression à la télé. Donc vous êtes c'est quoi votre statut? Entreprise de presse, SARL, coopérative, vous êtes quoi? Ouais, en fait, c'est juste une boîte normale, une SASU, entre agences de presse. J'ai une petite boîte de prod que j'ai créée dès le printemps pour pouvoir avancer, mais surtout, là, maintenant, on a une agence de presse qui va essayer de devenir un service de presse en ligne, comme vous, j'imagine, avec la TVA réduite, etc. Donc, c'est une agence de presse qui va exploiter un site d'info en essayant de le faire survivre. Oui, je sais. Donc, nous, on est contents, je le disais au début, Enfin, je veux dire, on est tellement peu nombreux à se bagarrer sur le terrain de l'indépendance, d'essayer de sortir des contenus, de sortir des papiers que welcome, quoi. Tu vois, il n'y a pas de... On peut être concurrent sur des trucs, mais là, l'époque est tellement dure qu'il n'y a que de la fraternité. Il faut des médias indépendants, c'est la solution, ouais. Quoi, franchement. C'est pour ça que... Donc là, vous créez... Vous êtes combien, d'ailleurs, à Off Il y a trois jeunes journalistes en CDD pour cette aventure. Alors, contrairement à Blast ou aux médias, nous, on n'a pas dit hey, les gars, venez financer un média ».
Ça, parce qu'on n'a pas, moi, j'ai pas assez d'équipes, j'ai pas assez de fonds, j'ai pas assez de, tu vois. On a dit plutôt, venez financer un projet éditorial précis, donc pas un documentaire, mais une série documentaire. Donc c'est ça qu'on propose aux gens de financer à partir de novembre, là, du 11 novembre sur Kiss Kiss. On leur dit, voilà, on va faire une série de 9 épisodes d'enquête sur la Macronie. Ça a été bloqué, interdit partout, dans toutes les chaînes. C'est pas satisfaisant, puisqu'on arrive à quelques mois de la présidentielle, il faut absolument travailler sur qu'est-ce que vraiment la Macronie. C'est largement le temps de le faire. Donc, on se retourne vers la population en disant, puisque toutes les chaînes bloquent, le CSC bloque, on n'a pas 1 euro pour faire ça. Vous, par contre, c'est super si vous aidez à financer ça, parce que sinon, ça n'existera pas. Il faut le faire. Nous, on est passé par là, puis on va refaire une campagne, d'ailleurs, je pense, en fin d'année, en début d'année, parce qu'on ne vit que des dons et des abonnements, quoi. Donc, et il y a c'est-à-dire qu'il faut que les gens, à un moment donné, comprennent, là je prêche pour moi comme pour toi, que l'information a un coût et que la gratuité d'Internet est un piège, et que si on veut faire des émissions comme on fait en ce moment, ou faire surtout de l'investigation, sortir des affaires, ce qu'on a fait avec le Qatar, ça coûte extrêmement cher en travail en amont, et puis ça coûte cher aussi en procès, parce que inévitablement, d'ailleurs, Bolloré, c'est les champions du monde des procès, il n'en a rien à foutre de les perdre, il dépose plainte systématiquement, donc tu es bien placé pour le savoir. Ça harcèle, ouais. Et nous aussi. Et donc là, on va parler du premier épisode de la série, et nous, on est très contents de l'avoir sorti il y a 2 jours. Donc, c'est un doc que j'ai vu qui fait 46. D'ailleurs, le format est très libre, c'est à la force d'Internet, t'es pas obligé de faire un 52 minutes, quoi. Là, je crois que ça fait 46 ou 47 minutes. 46 minutes, il est un peu long, il y avait de la matière. En principe, c'est 9 x 26, mais là, on s'est un peu lâché, c'était le premier. Et donc, c'est sur Colère, Alexis Colère, le number 2 de l'Élysée. Et peut-être on va demander à Yanis de nous rejoindre, parce que c'est Yanis qui l'a réalisé. Yanis, même dit, qui est là. Le beau Yanis avec son t-shirt plein d'amour. Eh oui, toujours. T'es célibataire, c'est pour ça tu... Je suis célibataire. Tu fais Joker, tu fais. Ouais, Joker. Ouais. Non, je te chambre. Non, mais j'ai vu ton... On se connaît bien tous les deux. On se connaît bien, oui. On a travaillé ensemble aux médias, avant que tu quittes le média d'ailleurs, pour travailler un peu... comment t'as travaillé un peu à Première Ligne ? À Première Ligne Télévision, ouais, qui est l'émission qui est la boîte de production qui fait Cache Investigation notamment. Voilà. Et là, maintenant, tu es avec Jean-Baptiste, vous lancez l'affaire ensemble, et tu as réalisé donc, ce documentaire qu'on vient de diffuser, et qui s'appelle l'affaire K. Donc, je l'ai vu. Moi, je connaissais, enfin, je suis, on va dire, un spectateur averti. Ouais. J'avais vu des trucs, j'avais vu qu'Anticor était impliqué, avait sorti cette histoire, j'avais vu qu'il était lié à une famille italienne et que c'était pas très clair, mais la force et l'intérêt de ce documentaire de 40 minutes, un peu plus, c'est quand tu alignes, même si ce sont des témoignages de journalistes pour la plupart, ouais. Quand tu alignes les faits, il y a quelque chose d'implacable. On se dit donc la France est ce pays-là, quoi, qui a la tête de cet État, un type qui est lié à une famille. Alors, c'est pas vous qui le dites, hein, c'est moi qui le dis, mais qui est une famille quand même. En tout cas, l'entreprise qui possède cette famille, cet armateur de bateaux, est un peu mafieuse. Enfin, ce que tu racontes sur le trafic de cocaïne est pas évident. Oui. Et c'est toi qui le dis. En plus. Il y a les aides de l'État, il y a tout ça, on est dans une sorte de conflit d'intérêts, de mélange des genres, enfin, etc. Pourquoi tu as voulu te lancer là-dedans et qui c'est quel est cet Alexis Colère dont personne, visiblement, ne voulait entendre parler en tant que sujet de documentaire ? Alors, pourquoi on a décidé de faire ce sujet ? Comme tu l'as dit, de toute façon, dans le film, en fait, on ne révèle pas quelque chose d'incroyable en plus du travail qui avait déjà été fait par Martine Orange à Mediapart. On s'est simplement dit, voilà, c'est quand même l'une des plus grosses affaires de ce quinquennat, et elle n'a été traitée par aucune télévision dans un long format, dans ce type-là, de ce qu'on fait nous. Et comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a quasiment que des journalistes qui parlent, mais il faut savoir qu'il y a que des journalistes qui parlent, mais c'est parce que personne ne veut parler de cette affaire. Mais vraiment personne, même des gens qui sont un peu éloignés de tout ça, mais qui connaissent un peu le dossier, qui sont un peu éloignés du pouvoir en place, ne veulent pas en discuter. Enfin, t'as quand même le procureur Calabret, là, il est quand même incroyable. En Italie, c'est autre chose, c'est sur MSC. C'est sur MSC. Donc, MSC, c'est quoi ? Alors, MSC, c'est une entreprise de transport maritime. Tout le monde la connaît pour les croisières, mais ils font autre chose, ils font du transport de fret. C'est les numéro 2 mondial, ils sont en passe de devenir numéro 1. Et c'est l'entreprise pour laquelle Colère va travailler en 2016. Il va être le directeur financier de cette boîte.
Et c'est surtout l'entreprise de sa famille, puisqu'en fait, lui, il est cousin de la grande patronne Raffaella Aponte, qui est la femme de Gianluigi Aponte. Voilà, je cherchais son nom. Voilà. Et ensemble, ils ont fondé MSC. Donc en fait, Koller est le cousin des 2 patrons de MSC. Il touchait quand même 28 000 € par mois. Il touchait 28 000 € par mois. C'est pas mal comme ça. C'est pas mal du tout. Il touchait 28 000 € par mois et en plus, il travaillait parallèlement pour la campagne de marche. Tu peux redire son contrat? Le MSC, c'est de novembre 2016 à avril 2017. Et on voit, en suivant le doc, que quand il est arrivé à l'Élysée, et même quand il était au ministère de l'économie avec Macron, il a pu faciliter, en tout cas, les marchés de MSC en France, au Havre, au chantier naval de l'Atlantique, etc. Là, c'est pas clair du tout. Enfin, son rôle à ce moment-là. Ah, mais c'est même pire que ça. Tu sais, on ne traite pas dans le documentaire parce que en fait, l'histoire est tellement. Voilà, il y a trop de choses à dire, etc. Mais il aurait également, à l'époque, quand il était directeur de financier de MSC, il aurait participé possiblement à une réunion qui concernait justement MSC sur ces histoires de prêts et sur le rachat de Saint-Nazaire. Il aurait participé à une réunion qui se tenait au ministère de l'économie. Mais ça, c'était très compliqué à traiter. Enfin, faut creuser encore davantage. Enfin, c'est une histoire. Les concurrents italiens de MSC ont été blackboulés par Macron. Pour des raisons qui ne sont pas forcément objectives. C'est ça, en fait, ça ne s'arrête pas qu'au ministère de l'économie, c'est-à-dire qu'une fois que Koller devient le secrétaire général de l'Élysée, Macron, en tant que président, son premier déplacement, c'est à Saint-Nazaire. Et c'est pour squeezer Fincantieri et pour satisfaire, entre guillemets, MSC, qui est le concurrent de MSC. Début 2017, la justice française choisit le constructeur naval italien Fincantieri. Mais le patron de MSC, Gianluigi Aponte, voit d'un mauvais œil l'arrivée du constructeur public italien en France. Le 31 mai 2017, Emmanuel Macron inaugure aux côtés de Gianluigi Aponte un nouveau paquebot de MSC construit par les Chantiers de l'Atlantique. Le président fraîchement élu va en profiter pour remettre en cause l'accord précédemment conclu avec Fincantieri. Alors, il y a un chiffre qui m'a épaté, mais je vais te demander de le commenter parce que je crois que tu parles de 2 milliards d'argent public. D'argent public. Qui ont servi à cautionner des emprunts de MSC pour construire des bateaux. C'est la COFAS, donc qui est une... C'est ça, c'est le système dont parle Arnaud Montebourg dans le film. En fait, c'est la SFIL, donc qui est une banque d'entreprises publiques qui permet c'est de l'argent public qui permet d'aider à des financements justement de grandes entreprises. Et MSC, à travers les chantiers de Saint-Nazaire, a fait construire, si je dis pas de bêtises, 14 de ces 18 paquebots au chantier de Saint-Nazaire. Et tous ces paquebots ont bénéficié d'aides publiques, d'argent public. C'est-à-dire que finalement, ils n'amènent pas tellement d'argent personnel. La France a financé une société italienne, des bateaux, enfin, avec un petit peu de capitaux français. Ils ont aidé. Non, je ne dis pas qu'ils ont entièrement financé, mais 2 milliards, c'est pas rien. 2,6 milliards, et encore, c'est juste une estimation. On ne sait pas exactement, on ne sait pas les montants exacts. Il y a plusieurs choses. Il y a des subventions, il y a des garanties de prêt, c'est-à-dire tu peux emprunter pas cher parce que je te garantis, si tu n'arrives pas à rembourser, c'est moi, l'État français, qui rembourserait. Donc tout ça, c'est d'énormes facilités qui ont été faites pour MSC. Et c'est vrai qu'à partir du moment où l'un des principaux responsables de l'État français, à l'intérieur de l'État, a des liens familiaux avec la compagnie, ça pose la question du conflit d'intérêts, évidemment. Et alors, on en est où judiciairement avec Alexis Koller là? Donc il y a une enquête. Il y a une enquête, mais il y a une plainte qui a été portée. Classée sans suite. Alors, ce qui est très troublant, c'est l'histoire de ce commissaire de police dont je tais le nom, dont je préfère taire le nom. Mais il est sorti le nom dans la presse. Moi, je le connaissais. Je ne crois pas qu'il soit sorti, non. Non, Martine Orange, elle ne le cite pas. Non, elle ne le cite pas. Elle dit pareil, un commissaire de la BRDE, voilà. En tout cas, quand Anticor porte plainte en 2018 pour conflit d'intérêts contre Koller, c'est vrai qu'il y a une enquête préliminaire avec un commissaire de la brigade BRDE qui va s'en occuper et qui, dans un premier temps, fait un rapport accablant soulignant les conflits d'intérêts d'Alexis Koller, secrétaire général de l'Élysée. Alexis Koller a conscience d'être en conflit d'intérêts. Mais un mois plus tard, coup de théâtre. Et après, Macron fait une lettre pour dire non, il s'en est pas mêlé. Et tout d'un coup, finalement, la police fait un rapport inversé et la plainte est classée sans suite. Un mois plus tard, le même commissaire qui a... Il change complètement son rapport. Ouais. Et tu le dis pas dans le film, mais en off investigation, est-ce que tu as des infos sur pour quelles raisons ce brave commissaire a changé d'avis en un mois? Ce qu'on essaie de faire comprendre, c'est la lettre en fait de Macron qui a tout changé. Oui, mais il est président de la République à ce moment-là. C'est le président lui-même qui écrit une lettre pour dédouaner le secrétaire général de l'Élysée. Suite au courrier d'Emmanuel Macron, le parquet national financier classe finalement l'affaire Koller sans suite. C'est-à-dire que ce flic s'est couché, quoi.
Donc c'est moi qui le dis, quoi. C'est toi qui le dis, on ne sait pas, on n'a pas réussi à le joindre. C'est un peu le Maxime Saada On a demandé... Non, mais pour te dire, on a fait au moins, je sais pas, j'ai dû relancer au moins 15 fois la préfecture de police de Paris pour faire une interview auprès de la BRDE. Je n'ai jamais eu de réponse. T'espérais quand même pas l'avoir. Non, mais au moins qu'ils me disent non formellement. Mais même là, ils me disaient toujours votre demande est en cours, votre demande est en cours, votre demande est en cours. Je n'ai jamais eu de réponse là-dessus. C'est vraiment un dossier Dès que tu veux questionner l'État, voilà, tu te fais balader. En tout cas, l'effet, quand tu regardes le doc, tu comprends, quoi. Tu te dis, mais je comprends aussi sans doute les pressions sur ce policier. Lui aussi doit avoir une famille. Mais ça en dit long sur la Macronie, quoi. Et sur, quand même, Koller a été... Alors, on a failli l'avoir comme Premier ministre. Castex, je ne sais pas si on gagne au change, mais en tout cas... une des raisons pour lesquelles il n'a pas été nommé, c'est ça, quoi, c'est cette casserole-là. Et là, le fait que ce soit classé sans suite, maintenant, il y a eu une relance d'anticorps. C'est ça, il y a une relance d'anticorps, voilà, donc qui s'est porté partie civile, et donc là, il y a une enquête qui a été relancée. Avec toujours en enquête préliminaire. Non, là, ils ont obtenu, si tu veux, eux, ils ont un agrément qui leur permet de saisir la justice et d'exiger la nomination d'un juge d'instruction. Mais il n'a pas été nommé, si. Si, il y a une enquête actuellement, il y a une instruction en cours sur Koller, et simplement, pour continuer à faire ça, Anticor doit avoir un agrément, il faut qu'il le demande au ministre de la Justice. Or, ils avaient porté plainte contre le ministre de la Justice, et donc, ils demandaient leur agrément, et donc, ils ont été harcelés pendant des mois par l'État Castex pour ne pas leur donner cet agrément. Pour nous, c'était inimaginable ce qui s'est passé, en fait. D'octobre 2020 à avril 2021, on nous a complètement mis à nu, en fait. Ça veut dire que le gouvernement nous a tapé du poing sur la table pendant plusieurs mois pour obtenir d'Anticor une information qu'il n'avait pas le droit de demander. Et ça, c'est grave. Rien que de savoir qu'une association comme ça doit demander au gouvernement un agrément pour pouvoir porter plainte contre le gouvernement, mais enfin, on marche sur la tête, c'est ingérable, quoi. Non, mais donc, ce qui veut dire que la nomination du juge est liée au fait qu'Anticor ait finalement obtenu son agrément. Voilà, c'est ça. Alors, ils l'ont fait avant la plainte, mais peu de temps après la plainte, ils ont dû renouveler leur agrément. Alors nous, on est en train, c'est intéressant parce que nous, on est en train on va publier, je ne sais pas à quelle échéance, mais parce que c'est beaucoup de travail donc qui était sur pourquoi on a fait toutes ces misères à Anticor, parce qu'on a été victime collatérale nous de cette histoire avec un triste individu qui est venu raconter n'importe quoi sur l'argent, qui nous a infiltrés. On va expliquer comment et pourquoi il l'a fait, et c'est pour ça qu'on connaît bien cette histoire. Et donc vous le rappelez à juste titre dans le documentaire, c'est-à-dire que Anticor, c'est un des rares contre-pouvoirs, mais c'est pas n'importe quel contre-pouvoir, parce que Anticor, c'est plus de 6000 militants un peu partout en France. Et donc, c'était compliqué, même pour un pouvoir aussi puissant que celui d'Emmanuel Macron, de pouvoir censurer à ce point Anticor, quoi. Mais ce que vous dites en filigrane du documentaire, c'est que la raison principale pour laquelle Anticor a été à ce point attaqué, c'est lié à Koller. Non, c'est lié à Koller, c'est lié aussi... si je dis pas de bêtises, ils ont 4-5 plaintes quand même contre des membres du gouvernement, donc, contre des proches d'Emmanuel Macron. Donc, à mon avis, ils n'ont pas été embêtés au hasard, oui. Moi, je pense quand même que la plainte, le fait que la plainte contre Koller, quand elle a été classée sans suite, Anticor, c'est pas déballonné. Ils ont imposé la saisine d'un juge d'instruction pour que la justice enquête sur ce conflit d'intérêts au cœur de l'État. On n'est pas à l'Assemblée, là, on est directement dans le premier cercle d'Emmanuel Macron, avec un président de la République qui s'est impliqué pour défendre son collaborateur. Donc, je pense que la plainte Koller est extrêmement embarrassante pour la Macronie. Et d'ailleurs, apparemment, Macron pensait à lui, en qui il a toute confiance pour le nommer à Matignon au départ d'Édouard Philippe, et il l'a pas fait. Alors, ce qu'il faut dire aussi, parce que là, je reviens un tout petit peu en arrière pour que les gens comprennent aussi le MSC, c'est que vous énumérez, je les ai notés, les quantités de cocaïne retrouvées dans les bateaux de MSC. C'est alors on se dit, putain, 300 kilos de cocaïne, waouh, c'est beaucoup. Après, à nouveau 300 kilos de cocaïne, waouh, ça fait 600 kilos. Après 500 kilos, 212 kilos, t'as vu, j'ai pris des notes, 700 kilos. Un peu dans tous les ports, des types vont saisir la cocaïne. Et alors après, la cerise sur le gâteau, ils retrouvent, et là c'est la Ndrangheta, donc c'est la mafia calabraise, ils retrouvent 16 tonnes de cocaïne dans un bateau MSC à Philadelphie. Et les mecs te disent, oui mais nous on n'était pas au courant, c'est des types... Alors il y a quand même le procureur à un moment donné qui dit que dans la hiérarchie d'MSC, il veut pas monter jusqu'au patron parce que on imagine qu'il se dit oui, ça va trop foutre la merde si on met en cause le patron, mais en même temps tu te dis, au bout de la 10e histoire, comment peux-tu imaginer que le patron d'MSC soit pas au courant ou qu'il n'y ait pas une complicité? Ça, c'est moi qui Ce qui est établi, c'est qu'il y a des employés de MSC qui ont été arrêtés lors de ces saisies à certains moments. Même sur les 16 tonnes. Ouais, même aux États-Unis, l'équipage MSC est arrêté, jugé, condamné, etc. Donc, il y a des complicités au sein de la compagnie MSC avec la Ndrangheta.
Voilà. Après, l'Andrangheta corrompt un certain nombre de gens à l'intérieur de la compagnie pour faire passer de la drogue. Il est possible que le patron de MSC soit pas au courant ou pas complice, mais il y a un truc qui est troublant quand même, c'est que le fameux port du sud de l'Italie, de Gioia Tauro, où il y a beaucoup de saisies, est un port traditionnellement totalement infiltré par l'Andrangheta. C'est le port de la drogue. Ouais. Et en 2019, MSC a décidé de prendre le contrôle total 100%, de ce port, gangréné par l'Andrangheta, et on continue à trouver des saisies de drogue importantes sur les bateaux de MSC. Donc à un moment donné, certains observateurs dans l'enquête disent peut-être qu'il n'est pas au courant, peut-être qu'il ne fait pas exprès, mais il faudrait qu'il fasse un peu le boulot, quoi, le ménage, quoi. Ouais. Mais enfin, tu vois, tu parles du procureur de Gioia Tauro qu'on arrive un peu à faire parler un tout petit peu à la fin, et encore, c'est pas extraordinaire ce qu'il nous dit. On voit le mec. Mais ça, pour te dire, c'est à la toute fin de l'interview, quand on lui repose, je sais pas, pour la 15e fois la même question, pour qu'il puisse lâcher l'info. Mais il faut savoir que MSC, en Italie, il y a très peu de gens aussi qui acceptent d'en parler. Gianluigi Aponte, il est vu vraiment comme un saint. C'est presque Jésus-Christ là-bas. My dream has always been to become a ship owner. So I decided to start my own business, like buying a first little small ship. We would carry all kind of cargo. Whatever cargo was available and were paying, we would take that cargo. Vraiment, mais à tous les niveaux, que ce soit du simple Il citoyen représente beaucoup à des d'emplois. hauts niveaux. Ouais, Dans voilà, le il sud de représente l'Italie. énormément d'emplois. Je pense que, on m'a dit ça, mais bon, après, sait-on jamais, mais que chaque personne connaît quelqu'un dans sa famille qui travaille pour MSC. C'est vraiment une grosse entreprise, Non, mais très je sais, très je importante en connais ça. Italie. Et ils ont tous... Mais comme Colère s'appelle Colère et que c'est par sa mère qu'il est de la famille Voilà, c'est ça. italienne, on ne savait pas, nous, et il ne l'avait pas déclaré non plus. C'est pas très clair dans sa déclaration de Il patrimoine. ne l'a jamais dit. C'est pas que c'est pas très clair, c'est qu'il l'a jamais dit, en tout cas dans ces deux demandes qu'il fait à la commission de déontologie pour rejoindre MSC, jamais il ne mentionne le fait que c'est sa famille, que ce qu'est le cousin. Et il dit, depuis le cœur de l'État, je ne me suis pas du tout occupé de dossiers impactant MSC. Or, le policier va démontrer que si, 5 fois, il a pris part à des votes au port du Havre voilà, qui vont impacter exactement. MSC. Ainsi, en sa qualité de membre de l'APE siégeant au conseil d'administration de STX France, Alexis Kohler a pris part à 5 votes favorables à des opérations en lien avec MSC. Même chose lorsqu'Alexis Kohler était directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Rien ne démontre à ce stade de la procédure qu'Alexis Kohler n'ait pas supervisé ou donné des avis à son ministre sur les opérations impliquant STX et MSC. On serait dans une démocratie vertueuse, on serait en Norvège, en Suède ou au Danemark, il y a longtemps que, même en Allemagne, je pense, que Kohler aurait dégagé, serait peut-être même en tôle, quoi. Enfin, je sais pas, il y a un conflit d'intérêt qui est flagrant, quoi. Juste pour te dire, moi, ce que je trouve dingue, c'est Martine Orange qui a révélé ce scoop énorme. Elle n'a pas fait un article. Et ils en ont fait au moins des dizaines, Mediapart là-dessus. Ça n'a jamais bougé. Jamais. Et si Anticor ne se porte pas partie civile dans cette affaire, ça ne bouge pas. Non, puis dernier détail, nous ça fait quand même 2 mois qu'on contacte l'Élysée, qu'on envoie des mails, qu'on joue totalement la transparence, on fait une série d'investigations sur la présidence, notamment sur cette affaire. On leur a dit très clairement dès le départ, on n'a pas le début d'un retour, d'une réponse au mail. Il y a une dame qui m'a appelé depuis un 06 pour me tirer les verres du nez 2 heures après l'envoi du mail il y a 1 mois et demi. Je lui ai donné 2-3 infos, puis je lui ai dit ça serait bien de revenir vers nous. Elle raccroche, je me dis merde, j'ai même pas eu le temps de prendre son nom. Je lui mets un texto, excusez-moi, vous êtes qui, quelle est votre fonction? Pas de réponse. C'est-à-dire que pas de réponse à tes mails quand tu es journaliste. Tu demandes qui vous êtes, c'est comme une mafia, quoi. Vous êtes qui? Non, on ne te répond pas. C'est des gens qui sont, je sais pas, ils sont protégés à l'Élysée, ils peuvent ne pas donner de réponse. Non, mais je veux dire, où ils ont gagné la partie, c'est qu'on est à quelques mois de la présidentielle et que l'affaire, il serait, tu vois, même si un juge commence à fouiller sur Kohler, il va pas le faire avant la présidentielle, ou s'il le fait avant, on va dire oui, il fait ça pour se payer Macron, alors qu'il y a très longtemps que cette affaire aurait dû sortir. Donc il gagne du temps, il y a une sorte d'impunité générale, ouais. Et comme la presse est plutôt minable en France, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est moi qui dis minable, c'est pas toi, mais elle est amorphe. Les grands médias appelleraient l'Élysée toutes les semaines sur l'affaire Kohler, ça bougerait. Tu vois, c'est une affaire énorme. Dans les interviews, demandons à je sais pas qui, moi, à tous ces éditorialistes qui sont sur les chaînes mainstream, la prochaine interview de Macron ou de Kohler, de poser la question, quoi. Enfin, tu vois, simplement poser la question, quoi. Non, mais c'est une affaire qui est totalement mise aux oubliettes depuis très longtemps. Après, les mecs s'étonnent quand on dit que les journalistes sont vilipendés ou que la profession est décriée, etc. En tout cas, nous, on essaie de faire le job à Blast et le fait qu'on commence à constituer un réseau, que, tu vois, le fait qu'on se tienne la main parce qu'on n'est pas nombreux, enfin, c'est vraiment très important que vous existiez, qu'on existe, et on est dans des situations d'une grande fragilité, donc on a besoin des gens pour nous soutenir. C'est ce qui permet de parler du Qatar, c'est ce qui permet de parler de Kohler. J'espère que les gens vont le regarder par milliers et qu'on ne sera pas censuré par YouTube. On a fait en sorte que non.
Ben ouais, je sais, mais des fois, avec les trolls, nous, tu sais, quand il y a des tas de plaintes, à un moment donné, même si elles sont injustifiées, ben tu vois une audience qui grimpe, puis à un moment, elle s'arrête, tu te demandes pourquoi. Quoi. Mais bon, comment dire, c'est une bataille. Tu voulais dire un truc, Jean-Baptiste? Petit truc, avec Off, on va tester un truc, je ne sais pas si c'est possible. Il y a de plus en plus de gens qui essaient de faire l'investigation audiovisuelle en France et qui se font refuser leur projet par France Télé ou par Arte. Dès que ça dérange un petit peu, c'est difficile. Et moi, j'aimerais bien qu'éventuellement, on puisse dire à ces gens-là qui tiennent une belle enquête, mais qui sont écœurés, bah écoutez, c'est pas venez, on va vous filer 100 000 balles sur la table parce qu'on n'a pas de modèle économique, on n'a pas d'argent de France Télé, on n'a pas d'argent du CNC. Mais en revanche, vous avez une bonne histoire, on peut peut-être coproduire et surtout venez faire un appel à notre communauté pour dire j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et après tout, on ramasse 10 000, 20 000, 30 000 balles, on fait un film. C'est-à-dire que c'est une façon alternative de produire, un peu guérilla, moins bien financé, difficile, mais il faut absolument briser le carcan. Mais c'est là, il ne faut pas qu'on soit concurrents, parce que nous, on va lancer ce genre de choses aussi sur des sujets, comme tu le sais. On travaille sur Patrick Drahi, on travaille sur Anticorps, on travaille sur on a des tas de sujets en ce moment en cours, mais ça coûte vraiment cher, quoi. Tu vois bien, tu dois mettre je sais pas, 2 mois d'enquête, c'est minimum 5 000 €. Après, il y a tout ce qu'on, même si combien ça coûte de faire un film comme le vôtre? 20 000 balles? Mais nous, très simplement, la série en 9 fois 26 minutes, on l'a chiffrée à 180 000 €. Ça veut dire à peu près 20 000 balles par épisode. Il faut savoir que le moindre envoyé spécial, c'est 60 000, le budget. Un cache investigation, c'est beaucoup plus cher, un complément d'enquête aussi. Donc, on travaille avec infiniment moins d'argent que France Télé. Mais oui, une enquête comme ça, c'est entre 20 et 30 000 €. Quoi. Ah, si j'avais eu le budget de complément d'enquête, qui je crois est de 150 000 €, on aurait pu faire tellement mieux. Non, mais nous, on va voilà, quoi. En tout cas, merci à tous les deux. Puis on va avancer ensemble. Et puis, les gens peuvent regarder l'affaire K sur Blast, sur YouTube. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé ou pas. Enfin, voilà. J'attends les retours avec impatience. Et on lance 8 autres épisodes de la série Emmanuel, un homme d'affaires à l'Élysée, qui seront diffusés début 2020. Et on remercie Vincent Bolloré, quand même. C'est grâce à lui que tout ça existe. En partie. Salut.